Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet autour d'un thème qui paraît insurmontable, mais j'ai quand même voulu essayer de réfléchir avec vous. Et je dis bien réfléchir avec vous, j'ai pas la science infuse malheureusement. Mais comment est-ce qu'on pourrait viser, construire une démocratie qui soit par exemple 3.0 en utilisant quelles solutions ou quels outils indirects ou des influenceurs d'efficacité, de qualité de sécurité, sûreté humaine, etc. Bon, ces outils pourraient être le blockchain et notamment en fait l'intelligence artificielle pour viser construire une république en fait qui se veuille peut-être plus citoyenne et harmonisée internationalement. Alors, moi, j'ai mis rappel, je ne suis qu'un avis subjectif, bien que subjectif parmi X milliards. Donc, vos avis, c'est égal à l'intelligence collective, bien sûr, nous intéresse parce que c'est ce qui donne une efficience à la réflexion globale et globalisée. Donc, mon avis n'est qu'une simple réflexion ouverte et certainement imparfaite, je m'en excuse amicalement. Donc, dans ce sujet, en fait, donc j'ai une introduction, puis après, j'ai traité d'une première partie qui sera consacrée en fait au pilotage automatique citoyen des processus de management dits institutionnels et étatiques, gouvernementaux. Puis dans une deuxième partie sur comment est-ce qu'on pilote les processus de réalisation ou de support qui permettent à ce processus de management institutionnel de fonctionner correctement. Puis dans une troisième partie, on clôturera le sujet par une conclusion, c'est-à-dire les données de sortie. Alors pour ce sujet, en fait, j'ai transposé en fait le management de l'efficience en fait du fonctionnement en fait des entités institutionnelles ou gouvernementales et j'ai fait une transposition à comment en fait, on optimise le fonctionnement des entreprises PME, TPE, etc. Donc, comment est-ce que, en fait, le gouvernement, les institutions, les organismes de certification de labels et autres demandent aux entreprises de réfléchir de façon, en fait, à produire mieux, plus qualité, sécurité, environnement, et voire même maintenant à optimiser et économiser des coûts. Et bien, tout ça, en fait, voilà, on voit que dans les entreprises, ça fonctionne, mais je me pose une question de savoir pourquoi, en fait, on l'applique pas, ce qu'on nous demande, on l'applique pas directement à nos institutions et nos gouvernements. Bah, ça nous permettrait également de gagner en efficience et de diminuer ainsi en fait les risques de blanchiment, fraude, terrorisme, augmenter l'efficience du droit des libertés, donc répondre à des exigences de plus d'équité et de parité, et donc permettre de conserver en fait les fraternités, éviter les tyrannies. Donc comment est-ce que au plus haut niveau, en fait, ben, on vise l'efficience, c'est-à-dire que l'efficience, c'est quand vous tirez une flèche, vous arrivez directement au centre de la cible et vous n'avez pas à tirer 4 à 5 flèches. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a des problématiques d'hyperdémographie, on voit bien que nos institutionnels sont complètement débordés, nos organismes de supervision, etc. etc. Donc je pense qu'effectivement, il faut penser intelligence artificielle et comment suppléer les intelligences humaines pour les rendre plus efficientes et plus objectives et plus efficaces en fait. Voilà, éviter les déviations. Donc en introduction, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis voilà, confère ma chaîne qui fait à peu près 27 playlists, 700 castes audio qui listent en fait indirectement des non-conformités potentielles rencontrées aux différents niveaux de notre vie, donc de notre vie usuelle, consommation, les banques, etc. Puis également des non-conformités peut-être dans la création de valeur ajoutée qui visent à réfléchir à comment entreprendre et comment créer la valeur ajoutée dans nos vies. Donc effectivement, il y a des fois, il y a des choses qu'on pourrait largement améliorer. Donc allez voir en détail, voilà, par exemple mes castes audio, si certains sujets vous intéressent, c'est libre. Et puis je me pose la question de savoir, voilà, qui est responsable. L'être humain a toujours tendance à rejeter la faute sur l'autre. Est-ce que c'est eux, nous, voire même est-ce que c'est nous tous? Moi je dirais que quelque part, si on a une explosion de la démographie, c'est qu'on est tous concernés par cette explosion de la démographie. Donc il n'y a pas que nos élus qui sont responsables, mais il y a nous-mêmes, donc il faut se responsabiliser. Aujourd'hui aussi, on devient de plus en plus exigeant, voilà.
Nos modes de consommation changent, la création de valeur ajoutée change, on en veut toujours plus et toujours plus en faisant peut-être le moins possible. J'ai bien mis point d'interrogation, il est très difficile pour l'humain de se remettre en question et je pense que pour de nombreuses personnes, il est très difficile d'écouter mes castes parce que indirectement, ça vise la remise en question de l'être humain et l'être humain n'aime pas ça. Voilà, je pense que l'être humain a des états de conscience et d'inconscience et que parfois en fait ça demande beaucoup d'énergie de rester conscient sur peut-être ses maladresses et nos leviers d'amélioration continue et ce qu'il conviendrait de faire. Donc viser l'amélioration continue, ça vise à dépenser de l'énergie et l'être humain n'aime pas dépenser de l'énergie. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir ma playlist en fait sur les neurosciences, l'état de conscience et d'inconscient, etc., le cerveau cognitif, en quoi on se rapproche par notre cerveau des cerveaux reptiliens, des animaux, etc. Je vous laisse aller voir tout ça. Donc quel est notre niveau de conscience et de rationalité sur ce qui se passe actuellement? Alors, dans cette introduction, moi j'ai introduit des mots-clés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est voilà, quels sont les influenceurs directs et indirects potentiellement en fait d'un petit désordre systémique international. Peut-être la montée des tyrannies qui est alimentée par quoi? Une hyperdémographie, un problème du coup de respect des droits et des libertés, de l'équité, la parité. On voit bien que les tribunaux aujourd'hui sont complètement débordés, donc comment est-ce qu'on peut optimiser tout ça? Est-ce que dans les données d'entrée qui sont à prioriser en termes de gestion du risque, c'est pas le respect des droits et des libertés au fond? Est-ce que c'est pas la chose la plus importante qui nous permettrait par effet de domino de remettre en place bien des non-conformités? Donc équité, parité, est-ce que centraliser le droit et l'informatiser, en quelque sorte, l'intégrer à ce système blockchain, ça ne nous permettrait pas de réduire en fait les problèmes autour du blanchiment, de la fraude et du terrorisme? Et également, quel outil utiliser? Peut-être l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning, les blockchains, les IoT. Les DApps, les smart contracts, encadrer et contrôler les risques également au niveau des singularités, etc. Donc je vous invite à aller voir mes castes audio si ça vous dit sur voilà, les opportunités et les risques de singularité et comment on peut anticiper tout ça. De toute manière, même si la relation homme-machine est en train de se mettre en place et si l'humain en a très peur, il vaut mieux anticiper un risque pour le transformer en opportunité que de procéder par déni, de se bander les yeux et d'attendre que ça arrive. Je pense que plus on anticipe, plus on s'informe et plus on sera capable justement de transformer ce risque en une vraie opportunité. Et l'opportunité majeure que je vois, c'est mettre en place une démocratie 3.0. Pourquoi? Toujours en introduction, on a des problématiques ouvertes. Alors voilà, ma liste en fait, elle peut être encore implémentée largement, c'est fonction de votre vécu, de vos expériences passées et autres. Mais moi, je pense que face aux problématiques de l'humain, la première question, c'est comment est-ce qu'on peut s'améliorer avec plus d'objectivité et diminuer en fait notre subjectivité? Comment est-ce qu'on peut également réduire les risques de fraude, blanchiment, de terrorisme, financement d'armes et de guerre, parce que ça entraîne des génocides? Comment est-ce qu'on peut réduire aussi les risques d'abus de faiblesse, de pouvoir, de corruption, de délit d'initié? Également les défauts de lenteur d'application, de respect des droits de liberté, de parité, d'équité, de fraternité. Comment on peut augmenter l'efficience des contrôles et des supervisations des audits qui sont orchestrés par exemple sur ce que j'appellerai tout à l'heure, je vous expliciterai le processus de la finance, puisque aujourd'hui on voit que les cotations des risques en fait sont très subjectifs et sous-évalués, puisque vous allez aller voir la BRRD, les directives qui visent à recapitaliser les banques par notre épargne à nous citoyens. Donc en règle générale, j'ai envie de dire que c'est dommage, le risque est toujours absorbé par le citoyen et je ne vois pas pourquoi on ne responsabilise pas en fait les fauteurs de troubles. Donc comment est-ce qu'on met en place en fait un système qui vise à responsabiliser les gens et à tellement responsabiliser qu'indirectement ils ne pourraient même plus faire d'écart en fait parce qu'ils seraient stoppés bien avant. Donc le but, c'est de réfléchir à comment on restaure, on contrôle objectivement la qualité, la sécurité, l'environnement, l'équité, la parité, les libertés, la fraternité de nos institutions et nations, de nos processus étatiques ou institutionnels. Alors, comment est-ce que nous-mêmes, on s'améliore grâce à l'intelligence collective en dualité avec l'intelligence artificielle, je dis bien maîtrisée et contrôlée.
Parce qu'il faut anticiper justement les risques. Comment pallier nos défauts humains, notre état d'inconscience, nos problématiques liées à notre avarice, notre cupidité, au fait que on est comme les enfants, plus on en a et plus on en veut, quoi. Comment est-ce qu'on pallie en fait notre système cognitif, car potentiellement celui-ci peut-être qu'il est néfaste à long terme sur la propre survie naturelle de l'espèce en fait. Comment est-ce que nous, humains, on accepte la vraie sélection naturelle? Comment est-ce qu'on diminue les sélections contre-naturelles, par exemple des guerres, des finances, des guerres et de la finance qui, par exemple, peuvent entraîner des génocides ou des suicides par l'endettement, etc., etc. Et voilà, ces génocides ou suicides qui sont au fond maintenant massifs et quantitatifs, donc peut-être qu'il est temps de réfléchir collectivement à quelles solutions on peut mettre en place. Donc comment on supplée et on complète les limites de notre intelligence humaine par les opportunités d'une intelligence artificielle, contrôlée, pilotée par l'humain, par des citoyens qui seraient, eux, dénués d'intérêt visant à moduler ou à vouloir influencer en fait leurs opinions ou leurs propres décisions. Donc moi j'ai mis en fait l'outil, ça viserait à transposer l'intelligence artificielle sur les modèles de la chaîne de valeur de porteurs du fonctionnement de nos républiques pour viser l'amélioration continue, en quelque sorte faire disrupter Porter et Deming. Alors Porter et Deming, en fait, Porter, si vous représentez le modèle de la chaîne de Porter, en fait, on pourrait représenter en fait nos gouvernements, nos institutions en fait par un modèle de 3 boîtes. Cette première boîte en fait c'est les données d'entrée, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Puis la seconde boîte c'est ce qu'on appelle un processus de transformation qui nous donne en fait la troisième boîte, les données de sortie. Donc dans la boîte du milieu, on intègre des données d'entrée qui sont transformées dans la boîte du milieu pour donner des données de sortie. Le but c'est de permettre un équilibre du système, c'est-à-dire de viser que tout fonctionne en harmonie. Si je vous donne un petit exemple, c'est aujourd'hui dans les données d'entrée, en fait ça pourrait être nos droits et nos libertés, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis dans la boîte transformation, on aurait la justice et les tribunaux qui visent justement en données de sortie à maintenir, respecter et appliquer ces droits et libertés et devoirs. Voilà, donc il faut essayer de s'imaginer en fait un système en fait qui fonctionne avec ces 3 boîtes, mais avec une organisation à l'intérieur qui soit vraiment plus complexe, parce qu'on n'a pas que le droit et la justice qui fonctionnent, on a beaucoup de choses, on a la fiscalité, on a le droit du travail, enfin bon bref, on a vraiment beaucoup de choses, et c'est ce que je vais vous présenter en fait dans cette partie. Donc au-dessus de la boîte du milieu, on a ce qu'on appelle quelque chose qui pilote le tout. C'est le numéro 1, c'est en fait ce qu'on appelle un processus de management. Le processus de management, il permet en fait d'établir des données d'entrée. Ces données d'entrée sont transformées pour en donner des données de sortie. Et ce processus de management, c'est lui en fait le chef d'orchestre. Un peu comme dans notre tête, l'hypothalamus, en fait, c'est une glande qui, par des jeux de rétrocontrôle positif et négatif, c'est-à-dire des leviers, attention, il faut ralentir, ou attention, il faut accélérer, ou attention, il faut modifier, parce qu'on sort de l'état d'équilibre. Le processus de management, c'est ça. C'est on pilote avec des indicateurs, c'est-à-dire des chiffres, et on regarde en fait en fonction de ces chiffres quand on sort ou quand on est en accord avec l'équilibre. Donc ma première partie, c'est le pilotage automatique citoyen des processus de management dits institutionnels étatiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup de risques de corruption, de fraude, de blanchiment, etc. Donc en fait, on fonctionne dans une démocratie et cette démocratie fonctionne également en accord avec une république. Donc je pense qu'en fait, il faut peut-être potentiellement savoir en fait répartir comment je dirais les responsabilités, ou encore comme dans une entreprise déléguée en fait qu'en quelque sorte la responsabilité de la République vers des citoyens qui seraient responsables et démocratiques qu'on pourrait récompenser par des tokens républicains. Pourquoi? Parce que justement ça viserait à mieux répartir le pouvoir, parce qu'aujourd'hui on a un problème avec de répartition des richesses, mais également les oligopoles, les monopoles, etc. Donc il faut réfléchir à comment on répartit justement les décisions, les actions. Donc c'est pour ça que ce système blockchain ouvert, c'est un grand cahier qui vise à tout stocker. En plus de ça, on pourra y mettre en fait des objets connectés. Ces objets connectés en fait par des systèmes d'intelligence artificielle, ils nous permettraient en fait de piloter nos indicateurs, de savoir quantitativement si on est à l'équilibre ou pas à l'équilibre. C'est-à-dire que par exemple dans les données d'entrée, on pourrait mettre la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis dans le respect et l'application de la transformation du processus
justice, on verrait quand on sort du respect de ses droits et libertés. Et donc du coup, le citoyen pourrait vérifier la conformité des systèmes, mais également, en fait, on pourrait mettre en place un système en dualité qui soit automatique. Donc on gagne du temps, il n'y aurait plus besoin de 5 à 6 ans ou voire plus, en fait, pour mettre en place le droit et la justice dans les tribunaux qui sont en quelque sorte surchargés. Donc ici, dans la grande partie 1, comment est-ce qu'on optimise le pilotage en fait, des processus de management au plus haut niveau? Alors l'idée en fait en quelque sorte c'est s'inspirer des modèles de gestion de l'entreprise. Si vous avez déjà travaillé pour des grands groupes, des TPE, PME ou TPI ou etc., vous avez pu voir qu'en fait il y a des modèles qui visent à certifier, labelliser, agréer, accréditer, etc. pour optimiser le fonctionnement d'une entreprise pour qu'elle réponde à des exigences. C'est les données d'entrée, ces exigences, c'est par exemple les certifications ISO, qualité, sécurité, environnement. Nous, on pourrait aller un peu plus loin et mettre en place de l'ISO, des exigences ISO qui visent les institutions et les gouvernements. Donc ça, c'est nos données d'entrée. La transformation viserait à s'assurer que dans les processus de management, on réponde bien à la conformité des indicateurs de suivi de cette ISO gouvernementale. Voilà, donc comme une entreprise, on viserait à terme également l'économie et la gestion des coûts optimisés en fait pour faire fonctionner nos processus dits institutionnels et gouvernementaux et de ce fait réduire en fait la charge des impôts directs et indirects. En fait nous-mêmes on s'assurerait en fait comme dans une entreprise que nos institutions et gouvernements soient correctement pilotés par nos plus hauts élus et puis on serait capable comme dans les entreprises en fait au moment des revues de direction par exemple annuelles, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de présenter des revues de direction annuelles, mais à la fin, en fait, vous présentez par exemple à la gouvernance et aux équipes de management d'une entreprise et vous leur montrez en fait des petits feux tricolores et vous leur dites, bah voilà, par exemple, la direction n'a pas bien fait son travail cette année, on est en rouge, on est en vert, on est en orange, j'ai trouvé tel et tel indicateur quantitatif, donc il faut mettre en place un plan d'action visant l'amélioration continue, etc. Ou alors, par exemple, le processus, comment je dirais, droit ou compte de gestion ou le processus juridique n'est pas en conformité. Par exemple, aujourd'hui, on a eu beaucoup trop de remontées, on a beaucoup trop d'instances juridiques qui vont à l'encontre de nos services et produits. Donc, on a mal fait quelque chose, donc il faut se remettre en question. Donc, etc., ça pourrait être mis en place, par exemple. Aujourd'hui, on pourrait identifier par ces processus et ces indicateurs qu'en fait on met en évidence qu'il y a vraiment des défauts et des lenteurs de droit et d'application des libertés et réfléchir ensemble à comment on fait pour augmenter l'efficience de la prise de décision, comment on réfléchit à être sûr de ne pas se tromper dans le fait de responsabiliser les gens. Effectivement, ça pourrait être de mettre en place et de stocker en fait tous les droits, les codes, les cas de jurisprudence, les directives, tout dans notre blockchain, d'utiliser en fait le croisement avec l'intelligence artificielle pour voir les non-sens du droit, le rendre plus logique et voilà, éviter les recours en justice, etc. Parce que les gens ne sont pas contents du respect et de l'application des droits et des libertés. Donc on rend ce droit et ces libertés complètement efficients. Et là, du coup, il n'y aurait pas de rediscussion possible et il n'y aurait plus de lenteur et de multiples audiences et instances qui durent des années et qui coûtent cher aux contribuables. Donc on nettoie le droit 1, donc avant ça on l'intègre dans ce système, 2 par l'intelligence artificielle on le nettoie et après voilà on ajoute en fait des IoT qui nous permettent, des objets connectés qui nous permettent de suivre l'application et le respect du droit. Allez voir le cast audio en fait sur le code du travail et mon exemple sur le fait que par exemple des fois des salariés en CDI en fait se voient privés de leur matériel professionnel. Et comment on évite en fait les décisions lentes dans les prud'hommes? Comment est-ce qu'on rend les prises de responsabilité de décision et d'indemnisation plus automatiques? Donc voilà, auditer et contrôler, suivre sur l'open source également nos élus, c'est-à-dire renforcer le KYC, c'est-à-dire le Know Your Client, le Know Your Customer, et en plus le Know Your élu, pour qui vous avez voté avant, pendant et après. Donc ça, c'est la transparence de leur fiscalité, de leurs comptes et de leurs actions, et de l'efficience de leurs actions. Voilà, et combien ils sont payés, et effectivement, est-ce qu'ils sont correctement payés en fonction de l'efficience de leur action? Est-ce qu'ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de notre système? Ou voire même, est-ce que indirectement, il y a des non-conformités majeures
ailleurs en termes de fiscalité, de fraude ou autre, je ne sais pas. Donc comment on les identifie, on les suit et on leur demande des comptes directement à ces gens-là. Donc dans le processus de management, il faut absolument renforcer le KYC des élus et les suivre de façon plus proche. Donc suivre également l'efficience des performances. Autre exemple également, donc dans les processus support, je vous ai dit, c'est les processus qui vont être audités par le processus de management global. Donc lui, c'est le chef d'orchestre, et là-dessous, on aurait des processus en fait de réalisation ou processus de fonctionnement qui seraient par exemple tous les ministères. Et dans les ministères, en fait, il faudrait que eux soient également traçables et auditables sur ces systèmes blockchain. Ministère par ministère. Et là-dedans, dans ces blockchains, en fait, on pourrait mettre en place également et stocker, par exemple, tous les comptes publics, les dépenses, les économies qui sont faites, qui a fait quoi, quand, comment, quel plan d'action, quel délai d'application de leur plan d'action, de transposition des actions, etc., quelle efficience et qui a fait quoi. Voilà. Et comme je vous ai dit précédemment, en fonction de qui a fait quoi, est-ce que cette personne a un intérêt, cet élu a un intérêt, ou est-ce que globalement, il ne mérite pas son salaire, donc il faut le remplacer. S'il est en orange ou en rouge, il faut le remplacer au plus vite. Donc en fait, l'idée, comme je vous ai dit, c'est de transposer les systèmes de contrôle qualité en fait sur les processus de management, plus de pilotage institutionnel, plus de réalisation, plus les processus dits support. Les processus support, c'est les processus qui vont concourir au bon fonctionnement du processus de réalisation indirectement. Donc je vous citerai des exemples tout à l'heure. Quels moyens et comment ? Alors, le processus, l'intelligence artificielle, le blockchain, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de stocker de la data sur le blockchain. Ce stockage, en fait, il est infini, il va pouvoir fonctionner en amélioration continue. C'est que progressivement, quand on maîtrisera le système, on pourra ajouter des éléments de stockage ou des données de stockage qui peuvent avoir un intérêt pour être sûr de viser l'efficience des systèmes. Et progressivement, en fait, on s'améliore. C'est évolutif. Le but, c'est de centraliser toute la data. Donc par exemple, dans la donnée d'entrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va pouvoir y mettre en fait la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de la protection des biens communs, parce que je pense que c'est l'élément primordial et le risque majeur qui, par effet domino, peut solutionner beaucoup de non-conformités. Donc dans ces données d'entrée, on va rajouter tous les codes, code du travail, droit de la famille, social, etc., code du travail, les cas de jurisprudence, les décrets, les directives, etc. Ça va permettre aux citoyens de décider, de participer et de valider également les décisions au regard des lois. Donc on aura moins de lenteur dans les transpositions parce qu'aujourd'hui on voit bien que tout progresse très vite et les lois sont transposées parfois en 1 ou 2 ans. Donc c'est beaucoup trop lent. Le temps que ces lois soient transposées, en fait, c'est même plus d'actualité, il faut les nettoyer des fois. Donc on a vraiment un droit qui s'organise en Tetris. Donc il faut être plus efficient et penser à un système plus efficient. On pourrait s'imaginer par exemple être capable d'intégrer ce droit dans le blockchain, mettre l'intelligence artificielle pour le trier ou voire même permettre aux citoyens de faire des propositions citoyennes pour invalider des lois ou annuler des lois ou etc., etc. Donc à partir du moment où la sommation des citoyens vient confirmer un avis, une opinion et que vraiment en fait c'est une sorte de référendum sur blockchain, en fait, à partir du moment où la masse et le pourcentage de citoyens, acteurs et civiques confirment qu'effectivement un droit doit être invalidé ou qu'un droit doit être actualisé, il convient dans le plan d'action et dans les actions de priorité numéro 1 de travailler sur ce point par l'intelligence humaine. Donc là, du coup, on concentre les ressources humaines sur les priorités à mettre en place. Donc ça permettrait, comme je vous l'ai dit, de permettre aux citoyens d'être proactifs dans la rédaction et la validation de lois, et voire même de relever les non-sens ou les non-conformités du droit. Voilà, en dualité, comme je vous l'ai dit, avec l'intelligence artificielle. De cette façon, on rendrait notre République plus démocratique et plus efficiente et plus proactive et donc plus efficace. Donc tout ceci serait suivi par des indicateurs, des sensors, des analytiques, des datas d'exploitation. En quelque sorte, l'IA plus l'humain viserait le contrôle interne. Et en plus de ça, c'est dynamique, c'est-à-dire qu'un indicateur qui est efficient à un instant T ne peut plus l'être à un instant T plus 1. Donc des fois, il faut adapter et moduler en fait le choix de ces indicateurs. Donc là aussi, le citoyen en fait proactivement pourrait proposer. Et si effectivement il y a beaucoup de pouces citoyens qui disent que oui, il faut remplacer un indicateur par un autre, et à partir du moment où la masse a décidé que oui, tac, la force de l'intelligence collective fait que on pilote et
on adapte le système en place. C'est un peu comme un business model dans une entreprise. Vous avez parfois une proposition de business model à l'année T0 et puis 1 an ou 2 ans après, en fait, on adapte le business model parce qu'on s'est rendu compte que l'intelligence humaine avait prévu quelque chose et que ça s'est pas passé comme ça. Donc on réadapte, on pilote. Ça ne veut pas dire que pour autant les choix premiers étaient mauvais. Ça veut peut-être juste dire que au fond, une société évolue, que l'être humain évolue et donc que ses choix, décisions évoluent tout simplement. Donc on va vers un système qui est ce système de blockchain qui serait potentiellement infiniment adaptable justement. Donc le but en fait ce serait de relier ce processus de management, ce grand chapeau en fait, qui est en fait un système de gouvernance centralisé, à quelque chose en fait qui s'appellerait le tribunal correctionnel. Ce tribunal correctionnel, ça pourrait être le premier tribunal correctionnel qui vise à rattacher à l'intelligence humaine l'intelligence artificielle. Le but en fait, ce serait de mettre des entités qui soient indépendantes d'intérêt, c'est-à-dire des juges ou des juridictions qui soient complètement indépendants des systèmes étatiques, gouvernementaux, et justement d'optimiser tout ça par la force de l'intelligence humaine collective. Donc ce serait en fait un tribunal correctionnel de plus haute juridiction, et dans ce tribunal, il y aurait des entités humaines qui seraient en dualité avec des entités d'intelligence artificielle qui seraient, elles, irréfutables. Un peu comme dans les tribunaux actuellement. Il y a en fait des gens qui, comme vous et moi, des citoyens, peuvent interférer dans les prises de décision. Sauf que là, en fait, ça viserait à augmenter quantitativement ce nombre de citoyens, tout simplement. Donc on linéariserait le risque peut-être d'avoir un jugement subjectif ou de se tromper justement dans le fait de viser la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc en quelque sorte, ce serait hautement contrôlé, ceci, et complètement indépendant des entités, des génopoles ou des intérêts un peu trop centralisés, et ce serait contrôlé par les masses de citoyens. Donc, dans cette première partie, toujours, le but ce serait de mettre en place une sorte de blockchain gouvernementale républicaine qui analyserait la conformité en fait de ces indicateurs, piloté par un chef d'orchestre qui serait ce tribunal correctionnel, lui-même juxtaposé par l'humain et l'intelligence artificielle, et qui viserait en fait à responsabiliser pénalement et civilement tous les acteurs qui vont à l'encontre de la santé, sécurité, sûreté des citoyens en quelque sorte, et de l'environnement et de la protection de notre planète. En fait, ça viserait un meilleur pilotage, l'efficience et la répartition à terme des richesses et du respect des libertés et des droits. Et on pourrait même imaginer qu'à ce système en fait de tribunal correctionnel qui soit au plus haut niveau, on rattache tous les autres tribunaux aussi. Et donc tous ces autres tribunaux devraient rendre des comptes à ce tribunal correctionnel qui serait en quelque sorte piloté par la masse des citoyens. Et là, on arriverait à quelque chose de plus subjectif et rationnel parce qu'on viserait tout simplement l'intelligence collective. Donc, dans les exemples de risques, moi je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir mes casts audio sur différentes problématiques soulevées. Donc, les risques, c'est si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? Si on ne réfléchit pas ensemble, quels sont les risques majeurs irréversibles qui pourraient arriver? Donc, dans les risques majeurs en termes d'analyse de risque que je vois, c'est les risques de génocide et de suicide, etc. Donc, les autres exemples également de dysfonctionnement dans le processus de management institutionnel, je vous invite également à aller voir les casts audio si ça vous dit. Puis on bascule sur la deuxième partie. Qu'est-ce qu'on appelle les processus de réalisation ou de support au bon fonctionnement en fait de la partie numéro 1, c'est-à-dire le processus de management global. C'est le chef d'orchestre qui supervise et qui dit « Ok, tout ce qu'il y a dessous fonctionne correctement ». Donc, dans ces processus de réalisation, en fait, il y en a plein. Moi, j'en ai cité quelques-uns, mais ça aussi, c'est évolutif et on pourrait en rajouter de plus en plus sur ce blockchain centralisé. Et tout ceci, en fait, il faudrait qu'on ait un pilotage de chaque processus de réalisation sur le même modèle que le processus global 1. Le processus global 1, c'est le modèle de pilotage et le chef d'orchestre, et dessous, on a toutes les petites boîtes. Et donc, si on audite la grande boîte du haut, c'est très important parce qu'elle pilote toutes les petites boîtes du bas. Et dans notre deuxième partie, en fait, là, par contre, on s'intéresse au pilotage des petites boîtes du bas. Donc, il faudrait un blockchain spécialisé pour chaque petite boîte du bas.
Donc là aussi, il faudrait auditer et suivre en fait tous les processus support comme ceux en fait du management globalisé. Donc là aussi, il faudrait labelliser, certifier et agréer. Tout ça par des actions potentiellement citoyennes plus dualité de l'intelligence collective. On pourrait récompenser les gens par des tokens de récompense, de gratification pour leur aide dans le maintien du bon fonctionnement de ces processus support qui seraient auditables et consultables en temps réel par tous les citoyens, etc. Donc le but, ce serait de viser la transparence infinie à tous les niveaux de nos pyramides de fonctionnement et nous, comme les élus. Mais on pourrait également se dire que plus vous êtes un élu avec des responsabilités, plus vous êtes payé et plus vous devez rendre des comptes sur la transparence de vos actions. En termes d'un KYC sur votre plan personnel également, parce que si vous êtes élu, il faut que vous soyez irréprochable sur un plan personnel. Donc ça vous oblige à de la transparence et puis également transparence en fait sur votre KYC professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en action, combien ça nous coûte à nous, mais combien est-ce qu'on fait d'économies et dans quel délai vous êtes efficace. En fait, voilà, on vous demande professionnalisme, déontologie, et etc. et éthique en fait. Donc le but, c'est de responsabiliser tout le monde. Donc exemple, processus de KYC des élus. En dessous, donc j'ai oublié de mettre ma vidéo YouTube où j'en parle, mais c'est pas grave. Après, dans les exemples de processus de réalisation ou processus support, en fait, on peut trouver le processus de justice, droit et liberté. Donc ça, c'est pour les citoyens. Donc là, je vous invite à aller voir. Après, on a les processus de réalisation de la finance. On voit que la finance, en fait, il y a des grosses non-conformités, de disparités, des abus de droit, également de privilèges. La finance est très très nuisible à la survie de l'espèce. Donc en risque majeur et en priorité 4, il convient d'encadrer et de réguler les processus finance, les banques, tous les organismes et institutions de pilotage justement de nos processus de la finance, on va dire BCE, Fed et autres. Donc on a également des processus support de la qualité, sécurité, environnement. Je vous invite à voir ce que c'est. Les processus audit et certification label par les institutions, les organismes de contrôle et de supervision, puisque aujourd'hui effectivement nos institutions dispensent des auditeurs pour labelliser, agréer, comme je vous ai dit, les entreprises, nos maisons, nos modes de consommation, nos banques, mais est-ce que eux sont en accord et en conformité? Donc si on demande à des organismes d'être en conformité, il faut s'assurer que ceux qui donnent la conformité sont également en conformité. Donc là, en fait, on met une flèche à double sens, c'est-à-dire que les actions qui sont mises en place de façon descendante doivent être mises en place également de façon ascendante. Et donc maintenant, on passe à notre conclusion, c'est-à-dire nos données de sortie dans notre système, puisque je vous ai dit que le modèle de porteur, il s'organise par une chaîne de valeur où on a des données d'entrée, c'est les exigences. Le processus de transformation, c'est comment on intègre et on s'assure que ces exigences sont respectées et appliquées. Et en données de sortie, effectivement, c'est le respect et l'application de ces exigences. Donc en conclusion, nous, nos données de sortie, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est comment on utilise les systèmes de management de nos entreprises, comme les ERP, les SAP, les MES, le Manufacturing Executing System, etc. Et comment encore on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on anticipe nos entreprises, elles progressent. Donc en fait, nos gouvernements, nos institutions doivent progresser plus vite et être plus efficientes que nos entreprises. Donc elles doivent aller plus loin, c'est-à-dire qu'elles doivent mettre en place des systèmes de contrôle et de gestion optimisés qui soient plus ouverts encore, c'est-à-dire capables d'intégrer beaucoup plus de données sorties pour augmenter la qualité et l'efficience des données de sortie. Pour ça, on va mettre en place l'intelligence artificielle et comme je vous ai dit, potentiellement les blockchains, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça évolue. Et le but en données de sortie, c'est comment rendre notre République plus démocratique, plus efficiente, plus proactive et plus efficace. À côté de ça, il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est qu'on a des pertes d'emploi et on se rend bien compte qu'en fait aujourd'hui, face aux pertes d'emploi, le professionnalisme, l'éthique de certaines personnes citoyennes alpha en fait augmente. Et c'est pourtant des gens qui se retrouvent sans boulot. Donc autant en fait responsabiliser ces gens et quelque sorte les rémunérer pour leur action citoyenne. C'est-à-dire que vous avez perdu votre travail, vous êtes bon en droit et liberté, ou vous êtes bon par exemple en analyse physico-chimique, machin et tout, vous pouvez aller sur des processus de réalisation, par exemple qualité, sécurité, vous assurer que par exemple le blockchain par exemple de suivi de la traçabilité des mouvements aériens avec les avions, etc., on n'a pas de pollution chimique ou physique, etc. Donc chacun dans son domaine d'expertise pourrait intervenir pour s'assurer de la qualité en fait des processus. Vous
vous êtes bon en comptabilité, en gestion, en finance, et ben vous pouvez aller par exemple auditer les comptes publics, voilà, et mettre en place et aider l'intelligence artificielle à s'auto-améliorer par le deep learning et le machine learning pour être capable d'identifier proactivement les non-conformités et dysfonctionnements dans voilà, notre gestion de nos finances publiques. Donc on peut imaginer vraiment plein de choses. Pareil, vous êtes un hyper bon juriste, vous êtes capable en fait de travailler sur le code du travail ou des choses comme ça, vous êtes capable d'aider les gens à respecter leurs droits et leurs libertés, à aller beaucoup plus proactivement dans les droits et les décisions, à améliorer en fait pareil l'intelligence artificielle pour aider les tribunaux à être désengorgés. Et ben voilà, c'est génial, vous êtes un tiers de confiance, vous souhaitez faire respecter les droits et les libertés, et aider justement cette intelligence artificielle à comprendre les non-conformités, idem, quoi. Vous êtes invité à venir. Vous travaillez dans l'agriculture et vous êtes très sensible aux pollutions agricoles ou aux insecticides ou autres. Vous êtes un toxicologue et vous savez identifier des fiches INRS de toxicologie. Vous êtes capable voilà, d'interagir sur le processus qualité, sécurité, environnement et peut-être de sensibiliser en fait et de faire remonter des non-conformités rouges qui nuisent à la santé, sécurité, etc. Donc on vise collectivement en fait de l'amélioration continue et à terme ces blockchains entre différents pays, différentes nations pourraient être rassemblés. C'est ce à quoi il faut penser à terme. C'est par exemple dans nos entreprises, on a construit il y a quelques années en fait des systèmes, on a commencé à informatiser, intégrer des logiciels et la grande difficulté ça a été d'harmoniser à terme la communication entre tous ces différents logiciels. Ça a été une usine à gaz. Donc là cette fois-ci dans notre système en fait de management institutionnel et gouvernemental, il faut penser en fait l'intégration future de tous ces blockchains entre elles pour justement intégrer une blockchain qui soit internationale pour harmoniser les droits, les libertés, les indicateurs et le fait que en fait en quelque sorte on vise tous la même chose. Donc le but en fait c'est de responsabiliser en suivant les actions, les décisions au plus haut niveau, en aidant, en participant à aider pour construire et bâtir des républiques qualité, sécurité, environnement qui nous permettent de nous remettre en question systématiquement et de façon systémique, c'est-à-dire globalisée sur tous les systèmes, comme je vous ai dit, comme on a par exemple une grande boîte et dans cette grande boîte en fait, on y met plein de petites boîtes et en fonction de vos domaines de compétences, qualifications, vous pourriez intervenir sur ces petites boîtes ou sur ces micro-petites boîtes dans ces processus support. Et chacun en amenant son expertise pourrait rendre un blockchain globalisé, c'est-à-dire qui intègre toute cette grande boîte et qui soit vraiment une usine, non pas une usine à gaz, mais une usine d'efficience collective, quoi. Donc le but de tout ça, c'est rétablir ainsi les droits fondamentaux, la protection des biens communs, la préservation de notre planète, l'équité, la parité, la liberté, la fraternité, et respecter de ce fait, en fait, le civisme, en quelque sorte, la tolérance de la différence et le vivre ensemble. Ça, ce serait les données d'entrée, en fait, en quelque sorte. Et la donnée de sortie, c'est il faut respecter le civisme, la tolérance et la différence. Contourner également, c'est également la transformation, ça serait données de sortie. En fait, c'est contourner les pertes d'emploi, responsabiliser le citoyen en évitant, en contournant les pertes d'emploi actuelles et futures que pourrait mettre en place l'intelligence artificielle, justement. C'est se rendre utile et utiliser l'intelligence artificielle pour créer plutôt des emplois. Donc ça, c'est par la force de l'intelligence collective, on pourrait être capable de changer de sens au levier. Au lieu de diminuer et détruire des emplois, en fait, on pourrait en créer si on anticipe. Donc, le but à terme, ce serait éviter le revenu universel, parce que si on met en place un revenu universel, les gens sont dépendants du système, les gens ne sont pas indépendants financièrement, ou ne sont pas indépendants dans la création de valeur ajoutée, et donc ça, le risque majeur, ce serait de mettre en place de l'esclavagisme 3.0. Et le but, c'est quand même de stimuler la démocratie 3.0 pour stimuler la création de vraies valeurs ajoutées qui se veuillent civiques et citoyennes, et voire même stimuler les participations et les implications, la responsabilisation citoyenne, par des tokens de rémunération civique pour gratifier les citoyens qui améliorent l'efficience du système. Viser à réduire également les coûts et les dépenses de fonctionnement globalisés des processus dits institutionnels et participer à penser globalement à l'efficience de plans d'action qui seraient préventifs, proactifs et donc réduire le poids en fait des impôts directs et indirects. Et puis à côté de ça, récompenser les citoyens par des tokens pour leur action qualité, sécurité, environnement et réduire de ce fait le blanchiment fraude-terrorisme.
Voilà, bon allez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, il y a des axes d'amélioration. C'est une idée parmi X milliards, comme je l'ai dit, mais je pense qu'il conviendrait de réfléchir et de donner un sens en fait au virage qu'on veut donner à notre futur et de se responsabiliser et surtout de ne pas faire monter la tyrannie, justement pour que tous les enfants de ce monde puissent s'épanouir tout simplement, quoi. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.